Tu te rappelles les animaux du Watkatsu? Ouh là 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 là. Comme tu dis, ouh là 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 là. Mais dis, pourquoi on parle de ça, là, pour le coup? Je crois que tout le monde s'en souvient. En effet, tout le monde se souvient d'un détail en particulier. Et cette scène si mémorable est très représentative de ce qui rend la série mémorable. Mais est-ce qu'elle est représentative de la série dans sa globalité? Ouh là 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 là. Comme tu dis, ouh là 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 là. Bon, ne faisons pas mijoter nos spectateurs plus longtemps. Les saisons 2 et 3 des Animaux du Watkatsu ont sans doute été l'expérience de visionnage la plus douloureuse que nous ayons endurée depuis le début de l'émission. Et on a regardé les Kangoo Junior. La saison 1, elle, mérite complètement sa réputation de grand classique de la série animée. La grande curiosité étant que les ingrédients qui font d'elle un classique sont exactement les mêmes que ceux qui rendent les saisons 2 et 3 insupportables. Ça tient à une chose simple, la situation. Ces éléments sont plaisants dans une certaine situation et insupportables dans toutes les autres. Ok, alors tu livres la conclusion comme ça direct en début de vidéo, on arrête tout de suite et on remballe si tu veux. Écoute, je sais que normalement, quand on parle d'une série dont les saisons tardives nous ont déplu, on commence par dire ce qui est bien dans le début pour finir en disant du mal de la fin. Mais là, j'ai pas envie de faire ça. Ça commence à bien faire de devoir toujours terminer sur une note négative parce que les séries ne savent pas où s'arrêter. La saison 1 est suffisamment à part pour être considérée à part. Les saisons 2 et 3 sont tout à fait dispensables et tout à fait oubliables. La saison 1 ne mérite pas seulement qu'on s'en souvienne, elle mérite qu'on oublie les saisons 2 et 3. Alors pour une fois, si tu veux bien, on va commencer par se débarrasser des sujets qui fâchent, pour finir par ce qui fait de la saison 1 quelque chose qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. D'accord, faisons comme ça. Mais d'abord quelques précisions et une brève présentation du pitch. La saison 1, la plus célèbre, est un road movie en 13 épisodes racontant le difficile parcours des éponymes animaux du Watkatsu, chassés de leur habitat naturel par des bulldozers, pour rejoindre le parc du daim blanc, où les bulldozers ne risquent pas de les rejoindre car la présence d'une espèce rare de daim au pelage blanc en a fait une réserve naturelle. Le point clé est que, contraints de s'associer pour survivre à ce voyage, les animaux prêtent un serment contre nature de non-agression et de protection mutuelle qui définit leur identité d'animaux du Watkatsu. Les saisons 2 et 3 racontent, toujours en 13 épisodes chacune, les galères vécues par ces mêmes animaux et leurs descendants dans leur nouvel habitat qui se révèle ne pas être le paradis espéré. Rien que dire ça explique assez bien le problème avec ces deux saisons. Peut-être, mais ce n'est pas à cause de la série animée. Les 3 saisons sont adaptées d'une série de romans. Un mot à dire sur ces livres? Non, Non? je les ai pas lus. Ils sont introuvables! On n'a pas de mal à mettre la main sur les albums pour enfants tirés de la série. Remember Street Fighter the movie, the game? Mais les livres originaux, j'en ai trouvé qu'un seul sur Amazon, en anglais et à 200 €. Bon, avec la chance que j'ai, le temps que cette vidéo soit en ligne, on les trouvera partout. Mais juré, c'est pas de la paresse ou de la mauvaise foi, au moment où j'ai cherché, c'est tout ce qu'on trouvait. Et il y a des limites à ce que je suis prête à investir pour l'émission. Du coup, on ne peut pas le vérifier, mais si on en croit les résumés trouvables sur internet et les critiques, la série est relativement fidèle au livre. Les arcs des 3 saisons y ont l'air tout à fait semblables, et ce qui nous a rebuté dans les saisons 2 et 3 est très probablement dans les livres. Le changement majeur de la série par rapport à l'œuvre d'origine, c'est que dans l'œuvre d'origine, tous les animaux principaux sont des mâles. Dans la série, ils ont féminisé au moins la moitié des animaux principaux. En français, ça correspond globalement aux animaux dont le nom de l'espèce est féminin, même si la taupe est un mâle, et même si le personnage féminin qu'on appelle Chouette est en réalité un hibou. Puisqu'on a décidé d'entrer tout de suite dans le vif du sujet qui fâche, faisons-le par le biais d'un détail qui illustre typiquement en quoi l'identité de la série convient à la saison 1, mais pas aux saisons 2 et 3. Cette histoire de féminisation des personnages nous amène à un premier point particulièrement crispant de la saison 3. En effet, dans la saison 3, la Belette, qui est donc un personnage féminin, est mariée et a des enfants. Et c'est une épouse abusive qui maltraite son mari. Alors tout le monde le sait, une femme qui bat son mari, c'est un gag, mais un homme qui bat sa femme, ça ne fait rire personne. Ne me dis pas que cette maltraitance est dans les livres où la Belette est un mâle. Vu qu'on ne peut pas savoir, ça sert à rien de se demander. En soi, c'est déjà assez difficile de comprendre quel était l'intérêt de nous montrer l'échec de ce couple, si ce n'est d'être cohérent dans le campement du personnage de la Belette, qui depuis le début de la série a été posé comme un personnage crispant, méchant par plaisir, dépourvu de tout sens des réalités, complètement surexcité, et le fait qu'elle ait la voix de Vera de Scooby-Doo et tue et s'en sert pour ricaner comme une belette, n'aide pas à la rendre supportable. Cette Belette est le même personnage dans les 3 saisons. On espère dans les 3 saisons en vain qu'elle fasse partie des personnages qui meurent. Mais c'est dans la saison 3 que son caractère devient particulièrement insupportable. Déjà parce que le dit caractère, qui avait relativement peu d'impact sur l'intrigue dans les 2 autres saisons, attire plus d'un ennui à sa famille et à ses amis dans la saison 3. Ensuite, parce qu'aucun des autres événements racontés dans cette saison n'est suffisamment captivant et intéressant pour contrebalancer le caractère scandaleux et révoltant de l'arc de la famille Belette, qui consiste surtout à aller chercher des ennuis aux 4 coins de la région, plutôt que de retourner auprès des anciens amis de la Belette qui ont eu le malheur de lui faire remarquer qu'elle avait un caractère insupportable.
Et même si le traitement de la belette par les autres animaux du bois de Katsu est injuste au regard de ce qui s'est passé dans la saison 2, on peut difficilement avoir pitié de cette famille parce que les malheurs qui lui arrivent tout de même parce qu'elle se les attire, pas parce qu'une fatalité s'est abattue sur elle. On n'en rit pas non plus parce que ça n'a rien de risible. Ces belettes sont rejetées de partout parce que les deux enfants sont turbulents, la mère inconséquente et le père trop effacé pour ramener sa famille à la raison. Pourtant, cet arc des belettes n'est pas ce qu'il y a de plus crispant dans cette saison. Non, la palme reviendrait plutôt à... Qui je suis? Habituez-vous à ce cri de guerre. Sora le répète à chacune de ses apparitions. Qui je suis? Chaque putain d'apparition. Qui je suis? Tibère! Et non, on s'habitue pas. On s'y habitue pas. La première fois, c'est insupportable. La 23e fois, on a envie de supplier pour que ça s'arrête. Sora est... Quoi, au juste le méchant de la saison 3? Le rôle du grand méchant est partagé entre lui et un daim blanc spéciste qui estime que seuls les daims blancs sont les bienvenus sur leur territoire. Faut dire que c'est grâce à eux que le parc est une réserve naturelle. Quoi qu'il en soit, la contribution du daim à l'intrigue de la saison 3... Quelle intrigue. Arrête de m'interrompre, c'est déjà pas facile à expliquer. La saison 3 a une intrigue. Enfin, elle a un pitch. Pardon. Elle a plusieurs situations de départ. Celles-ci posées, elles vont stagner sans évoluer pendant toute la saison. Bien sûr, des personnages vont mourir, mais ça n'entraîne pas vraiment de changement dans les rapports de force ou la psychologie des personnages. Tout au plus, ceux qui étaient très remontés contre leurs ennemis le sont encore plus après. Mais la situation stagne. Il y a bien un méchant qui devient gentil, mais ça n'a pas plus de conséquences que ça. Autant dire que les deux personnages qu'on a introduits pour être les grands méchants de l'histoire ont beau menacer et tuer, ils font plus figure de nuisance qu'autre chose. Et dans ce contexte... Qui je suis? Le fait qu'ils aient des gimmicks n'aide pas à les supporter. Ça encore, c'est les méchants. On n'est pas mieux lotis avec les... Les quoi au juste? Je vais quand même pas dire les héros. Si dis-le, ça leur ira toujours mieux que de dire les gentils. Les protagonistes de cette histoire, enfin de ces 3 histoires, sont des animaux. Ils ont beau parler, la série ne cherche pas à les humaniser au-delà de leur maîtrise d'un langage articulé. Ils sont esclaves de certains instincts, incapables de tenir un raisonnement sur le long terme, et sont loin d'avoir une psychologie complexe. Autant c'est intéressant à observer dans la saison 1 quand les 10 animaux sont en train de faire ce qu'aucune bête ne ferait, autant ça saoule assez vite dans la saison 2 quand on voit ces personnages dans ce qui est censé être leur vie quotidienne. Mais dans la saison 3, les auteurs se sont dit que c'était trop soft comme niveau de saoulerie. Alors ils ont introduit le nouveau personnage, Pato. Ce n'est pas le seul personnage introduit dans cette saison. Mais on ne retiendra que lui car il réussit cet exploit d'être encore plus crispant à lui tout seul que toute la famille Belette et les 2 méchants réunis. Principalement parce que, contrairement aux autres et à tous les personnages de cette série, sa façon d'être crispant n'est pas une conséquence du fait qu'il est un animal. D'ailleurs, il n'en est pas un. Il est antipathique comme seul peut l'être un être humain. Et moi, je suis gentil. Tiens, je vais te creuser un nouveau terrier. Très profond et je mettrai des pierres au fond. Et puis de la terre par-dessus. Oh, je suis sûr que comme ça, quand il pleuvra beaucoup, l'eau s'écoulera plus facilement. Le caractère de base de ce blaireau, c'est qu'il veut être ami avec tout le monde façon Pinkie Pie, en un peu moins hystérique. C'est-à-dire qu'il n'est pas constamment en train de bondir partout comme s'il était sous cocaïne, mais qu'il met un point d'honneur à sympathiser avec tout le monde. De préférence ceux qui ont envie qu'on les laisse tranquilles, ou ceux qui sont clairement de grosses brutes psychopathes décidées à traduire en bouillie. Je n'ai sincèrement aucune idée de quelle était l'idée des scénaristes avec ça, mais ce n'est franchement pas présenté comme un trait de caractère positif. On ne montre jamais la sociabilité de Pato comme étant quelque chose de pertinent. La plupart du temps, quand il fait une démarche de rapprochement envers quelqu'un, c'est quelqu'un dont on sait qu'il ne peut pas devenir l'ami. C'est moi, Pato. Tu te souviens? On s'est déjà vu. Je suis gentil. T'as essayé de me tuer, mais je sais que tu l'as pas fait exprès. Et ceux qui deviennent réellement amis avec lui servent à démontrer qu'en réalité, il est un gros hypocrite. Que lorsqu'il peut faire réellement du bien à quelqu'un par sa présence, il se défile. Il préfère fuir Mousse, le fils de la taupe, plutôt que de lui expliquer qu'il ne peut pas remplacer son ancien ami blaireau qui est mort dans la saison précédente. Oui, spoiler. Attention, les événements principaux de la série, ce sont les morts. On ne peut pas éviter d'en parler. Donc il va bien falloir en spoiler. Rassurez-vous, vu le nombre, il ne nous sera jamais possible de les spoiler toutes. Pour les morts, on ne peut avoir qu'une seule certitude, l'animal qui fait la narration ne mourra pas dans cette saison-là. Donc le narrateur change à chaque saison. Bref, Pato refuse d'aider Mousse dans son deuil, et il refuse à Mouche, le rat renégat, pourtant profondément repentant de ce qu'il a fait, le pardon dont il a besoin. Pato, c'est un hippie de South Park. Grand dans les paroles, petit dans les actes, et incroyablement bassement humain. Ce qui est étrange dans cette série où le caractère antipathique des personnages vient du fait que ce sont des animaux, et où les humains ne sont pas présentés comme aussi diaboliques qu'ils peuvent l'être dans d'autres fictions impliquant des animaux qui parlent. On reviendra là-dessus. Tout le monde n'est sans doute pas aussi sensible que nous au fait de n'être gentil qu'en parole, et certains pourront nous trouver trop sévères avec ce personnage,
Mais la façon dont il est construit fait que, en plus de nous être insupportables, ce personnage est en totale contradiction avec l'esthétique de la série. Mais bon, je crois que c'était le dernier point à évoquer sur ce qui rend la saison 3 insupportable. On va donc pouvoir cesser de parler de la saison 3 et oublier carrément qu'elle existe. Après avoir vu la saison 3, on se dit que la saison 2 n'était pas si mal au fond, mais comparativement à la saison 1, elle fait quand même pas le figure. T'es sympa, c'est pas qu'une question de comparaison. La saison 2 est un peu pareille que la saison 3. Plusieurs situations de départ qui stagnent longtemps, malgré les morts de personnages qui font finalement beaucoup moins avancer l'intrigue qu'elles devraient. Mais évoquons son scénario. On a déjà mentionné le fait que cette saison nous oblige à constater que le paradis poursuivi dans la saison 1 est loin d'être un paradis au final. Elle nous oblige également à réaliser que le serment prêté par les animaux avant leur départ, et auquel ils n'arrivent plus à renoncer ensuite, leur pourrit la vie, empêchant leur intégration dans la communauté du parc du Daim Blanc, obligeant les prédateurs à mourir de faim pour épargner leur proie qui, de toute façon, meurt de froid au premier hiver. Mais le principal problème est qu'il faut attendre la moitié de la saison et la naissance des renardeaux pour qu'il commence à y avoir une histoire. Bon, c'est une exagération. Encore une fois, dès le début de la saison, il y a une amorce d'intrigue avec un clan de renards rival, qui certes n'avance pas beaucoup ensuite, mais qui donne à la belette l'occasion d'avoir un arc personnel intéressant qui sauve un peu son personnage. Vu que ça ne vaut pas la peine de regarder la saison 2 juste pour voir ça, on va vous raconter. Le chef des renards rivaux, le balafré, essaye de contraindre la belette par la menace à espionner les animaux du bois de Katsu pour lui, et toute lâche et égocentrique que cette belette puisse être, elle ne cède pas à la menace et ne trahit pas son serment. Comme elle est malgré tout insupportable, aucun de ses amis ne la croit jamais quand elle essaye de les avertir de ce que fait le balafré, ce qui fait qu'elle se retrouve à résister courageusement aux menaces du renard qui la brime d'un côté, et à défendre des animaux qui la rejettent de l'autre. C'est très touchant. Dommage que personne ne lui présente d'excuses à la fin. Mais ça, c'est typique de toute la série. On y reviendra. La vraie histoire, celle qui progresse à un rythme raisonnable, commence avec la naissance des renardeaux. Et le hic, c'est que cette histoire, celle de Gaillard, le fils du renard, est vraiment inutilement triste. Oui, dans une série avec des hérissons qui sont écrasés sur une autoroute, c'est l'histoire de Gaillard qui est inutilement triste. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'expliquer en quoi? Il faut toujours s'expliquer quand on dit du mal de quelque chose. Gaillard est le fils du renard qui a mené les animaux du bois de Katsu jusqu'au parc du Daim Blanc. Comme il étouffe sous l'écrasant modèle de son père qui n'arrête pas de le dénigrer, bon, pas forcément toujours à tort, mais clairement pas toujours à raison, il décide d'aller construire sa vie de son côté. Malheureusement, il est blessé par un chasseur, ne peut plus attraper sa nourriture normalement et est obligé de se réfugier en ville pour se nourrir du contenu des poubelles. Dans son malheur, il a la chance de rencontrer une compagne. Mais le jour où celle-ci tombe enceinte, elle lui impose de retourner au parc du Daim Blanc pour mettre les enfants sous la protection de leur grand-père, vu que leur père, estropié comme il est, ne pourra pas le faire. C'est assez cruel à dire à son compagnon, mais bon, ça encore, ça se défend. Ce qui se défend moins, c'est qu'à cette occasion, la compagne de Gaillard lui prétend qu'elle ne l'a accepté comme compagnon que parce qu'il est le fils du renard du bois de Katsu, dont la réputation transcende les limites du parc du Daim Blanc, et qu'elle veut des enfants de son sang. Ce qui est non seulement une chose absolument horrible à dire dans l'absolu, une chose horrible à lui dire à lui en particulier, qui croyait enfin avoir construit sa vie à lui et prouvé sa valeur indépendamment de celle de son père, mais en plus complètement faux, puisqu'il ne lui a révélé qui était son père qu'après qu'elle ait accepté d'être sa compagne. Pas longtemps après, mais après. Comme on disait, tout le monde n'est pas sensible aux mêmes choses que nous. Gaillard ne s'est pas toujours bien conduit quand il était au parc du Daim Blanc, et d'autres trouveront peut-être qu'être condamné à n'exister qu'en tant que le fils estropié de son illustre père est une punition bien méritée. Mais dans tous les cas, là encore, c'est très étrange. On ne sait pas du tout ce que les auteurs, ou l'auteur, vu que ça vient probablement du livre, ont voulu faire avec ça. Dans la fiction, quand un personnage dit un mensonge qui est clairement un mensonge, l'histoire finit forcément par revenir dessus, pour rappeler ce qu'il en était réellement. Là, non. La compagne de Gaillard ne reviendra jamais sur cette affirmation comme quoi elle ne l'aime pas réellement, et qu'elle ne s'est mise avec lui que pour avoir des enfants du renard du bois de Katsu. Elle se contente de concéder sur le moment qu'elle l'aime bien quand même. On passera rapidement sur le fait que les rares personnages à être sympathiques malgré le fait d'être des animaux sont particulièrement maltraités dans cette saison. La taupe meurt, le blaireau devient sénile et la cresserelle se retrouve à tuer par erreur des animaux de sa bande et sera éliminée par le scénario entre les saisons 2 et 3. Si j'en crois la wiki spécialisée, il est précisé dans le livre qu'elle finit par mourir de vieillesse. Pour le reste, soyons justes. Les derniers instants du blaireau sont superbement mis en scène et comptent sûrement parmi les plus belles scènes de la série. Y a pas que des mauvaises choses dans cette saison 2. C'est juste qu'elle est longue et ennuyeuse, que globalement elle était très dispensable, et que la voir n'apporte rien, enlève beaucoup et laisse mal à l'aise. Voilà qui nous permet de conclure le topo sur la saison 2. Elle aussi, oublions qu'elle existe, et parlons enfin de la saison 1. Plus exactement, parlons de la vraie série, de ce qu'elle aurait dû se contenter d'être.
On a déjà dit en gros ce qui la rendait bien, étant donné que ce qui la rend bien est ce qui rend les autres saisons rebutantes. Les personnages sont de vrais animaux, et tout animaux qu'ils sont, ils vont traverser le pays, surmonter les obstacles, utiliser à bon escient ce qu'ils vont trouver sur leur chemin pour assurer leur survie, rester liés malgré leur manque d'empathie, d'intelligence et de capacité à se remettre en question, et arriver à destination. C'est très simple au final, c'est l'histoire d'un grand exploit. Parfois, les recettes les plus simples sont les meilleures. La saison 1 ne raconte que l'histoire d'animaux dépassant leurs propres limites, et ça suffit amplement à faire une bonne histoire qui tient en haleine jusqu'au bout. Cette simplicité est clairement voulue. Vous notez qu'il y a des personnages qu'on appelle le renard, la belette, la taupe. C'est parce que c'est leur nom, renard, belette, taupe. Les premiers animaux rencontrés, dans la saison 1 donc, ont le nom de leur espèce. Ce sont leurs descendants, ou les animaux de la même espèce rencontrés plus tardivement, qui sont obligés d'avoir des noms comme gaillard, mousse, sinueux, pâteau. Ça illustre parfaitement le fait qu'avoir des suites oblige la série à tenter de se complexifier, et que ça ne convient pas à la recette les animaux du bois de Katsu. Nous avons dit que dans les 2 autres saisons, l'histoire n'avançait pas. C'est également le cas dans cette saison-ci, en quelque sorte. La situation de base, une fois posée, n'évoluera pas. Ça restera l'histoire d'animaux qui voyagent. Mais par définition, un voyage ça bouge, donc il n'y a pas de sentiment de stagnation pour autant. Ce qu'il y a à la place, c'est que le rythme est extrêmement lent. Très souvent, il ne se passe rien d'autre que le déplacement du groupe d'un point à un autre. Mais du fait qu'on raconte un voyage et pas la vie quotidienne, la tension ne descend jamais. Et la lenteur ne fait que l'entretenir, car du coup les obstacles continuent de paraître insurmontables, même à 300 mètres du parc du Nain Blanc. On a également dit que ceux qui se souviennent de ça se souviennent de la série pour les bonnes raisons. Sans blague, cette série c'est Game of Thrones chez les animaux. Tout le monde peut mourir à tout moment, sans qu'il y ait de règles esthétiques du genre « le personnage qui va bientôt mourir devient de plus en plus sympathique au fur et à mesure que ça me rapproche ». Non, ça peut frapper n'importe qui, les personnages principaux comme les inconnus, de manière totalement aléatoire. Le parcours jusqu'au parc du Nain Blanc est réellement dangereux. Du coup, il aura beau ne rien se passer, on regardera quand même ces animaux traverser un champ traité aux pesticides en se rongeant les ongles, parce qu'on sait qu'ils peuvent mourir à tout moment. Dans les autres saisons, on pouvait se demander quel était l'intérêt du fait que les personnages aient un destin cruel sans que ça serve la moindre esthétique. Du fait que la cresserelle mange par erreur une souris du bois de Katsu, ou que Gaillard se fasse expliquer par sa compagne qu'elle n'a jamais été amoureuse de lui. Ici, on ne se demande pas. L'intérêt, c'est de maintenir l'attention à son comble. Le sort de ces animaux pouvant se payer le luxe d'être aussi inesthétique que la vie des vrais animaux, n'importe quoi peut arriver sur le parcours jusqu'à la réserve naturelle. Cependant, le n'importe quoi qui leur arrive n'est pas n'importe quoi. Ce sont des embûches crédibles si on garde en tête que les personnages sont des animaux. Oui, pour des animaux, ça prend 10 minutes d'avoir l'idée de détacher le piquet du sol pour libérer le lapin du collet. C'est même extraordinaire d'en avoir l'idée. Oui, pour des animaux, c'est dur de résister à la faim, sous prétexte que les légumes devant lesquels ils passent sentent fort le pesticide. Oui, pour des animaux, la peur peut induire des réflexes de défense inappropriés au point de se laisser écraser sur une autoroute. On insiste beaucoup sur cette histoire d'animaux qui sont de vrais animaux malgré le fait de parler, mais c'est le point important. Un mot donc sur ce parti pris. Il ne plaira pas forcément à tout le monde, car il a pour conséquence que les personnages sont irréductiblement lents et stupides. Pas exagérément pour l'intrigue qui est racontée, mais suffisamment pour que ça paraisse peu crédible si on ne saisit pas l'intention. La série part d'un constat. Les animaux sont différents des humains, parce que sinon leur société fonctionnerait comme celle des humains, et ce serait beaucoup moins difficile pour eux d'arriver au parc du Nain Blanc. Dès lors, il a fallu concilier 2 impératifs contradictoires. Celui que les animaux soient de vrais animaux qui sont limités comme le sont réellement des animaux dans un monde dominé par les humains, et celui que ces animaux parlent, faute de quoi il n'y aurait pas de dialogue. Cette double contrainte aboutit à une situation un peu paradoxale, qu'il faut savoir accepter en tant que spectateur, où certaines notions qui leur seraient pourtant bien utiles sont manifestement totalement étrangères aux personnages, alors qu'ils maîtrisent le vocabulaire relatif à ces notions. C'est particulièrement flagrant quand ils parlent des humains, qu'ils ne comprennent pas alors qu'ils connaissent et utilisent leurs mots. De plus, l'aspect abstrait de l'empathie, c'est-à-dire le fait de comprendre qui est l'autre et quelle est sa façon de penser, devrait leur être accessible du simple fait qu'ils parlent tous le même langage qui permet de tout exprimer et de tout intellectualiser. Or, ça leur est tout aussi étranger que s'ils ne communiquaient pas entre eux. De fait, ce parti pris est complètement fantaisiste d'un point de vue éthologique, mais est efficace pour raconter de manière aussi réaliste que possible une histoire d'animaux dans un monde d'humains qui soit réellement des animaux dans un monde d'humains, et pas de petits humains dans un monde de grands humains. On peut donner le nom qu'on veut au résultat, pour notre part, nous le résumerons par « ce sont de vrais animaux ». Toujours est-il que ce parti pris est le cœur de ce qui rend la série originale. Déjà parce que ces animaux font leur serment de collaboration en dépit de leur instinct, dont on peut constater tout au long de la saison 1 qu'il est extrêmement fort, puisqu'il parvient occasionnellement à prendre le dessus sur leur capacité, octroyée par leur maîtrise du langage, à prendre des décisions rationnelles. N'étant pas réellement des personnages, les animaux n'ont pas d'évolution psychologique durant le parcours. Ils ne se mettent pas à s'apprécier les uns les autres au point de ne plus avoir besoin de se forcer pour respecter le serment. Ils collaborent parce qu'il le faut, malgré le fait d'être des ennemis naturels, et de continuer à ressentir les uns envers les autres ce qu'on ressent pour des ennemis naturels.
Ça fait partie des difficultés qu'ils ont à affronter. D'ailleurs, l'action est souvent racontée du point de vue des prédateurs, qui sont obligés de se priver de nourriture et de se mettre en danger pour leur proie. En conséquence, leur exploit d'arriver à destination est d'autant plus remarquable qu'ils n'ont pas eu les compensations relationnelles qu'auraient eu des humains dans leur situation. L'autre conséquence originale du fait que les protagonistes aient un caractère d'animaux malgré le fait de parler, c'est que la nature n'est pas angélisée comme elle peut l'être dans d'autres fictions. Parallèlement à ça, contrairement à ce qu'on peut lire sur internet, la civilisation humaine n'est pas diabolisée. Certes, on voit des conducteurs déclencher des feux de forêt par négligence, ou des chasseurs lancer leurs chiens à la poursuite des renards, dans la saison 2 on verra même des braconniers pénétrer illégalement dans la réserve naturelle pour chasser, mais on voit des pompiers aller au secours des animaux pris dans un incendie, et on sait que les humains font des réserves naturelles. Les humains ne sont pas tous des chasseurs. Certains dirigent des réserves naturelles, comme le parc du Daim Blanc par exemple. Oui, c'est vrai. Et d'autres, après être allés à la chasse, rentrent chez eux pour s'occuper de leurs chiens, de leurs chevaux. Ça ne paraît pas grand-chose dit comme ça, mais à chaque fois qu'on a l'occasion de montrer que la civilisation humaine est viable, on le montre, tandis qu'à côté, on montre crûment et sans l'enjoliver la brutalité de la vie en pleine nature. Un mot là-dessus quand même, parce que c'est une des raisons pour lesquelles le parti pris de base pourrait ne pas plaire à tout le monde. Il n'est pas certain que cette réhabilitation de l'homme et de sa civilisation soit volontaire. L'épisode avec le champ traité aux pesticides est si insistant dans son message contre l'usage des produits chimiques que même si au final ces pesticides s'avèrent moins toxiques que ne le prétend la chouette, on peut raisonnablement penser que l'idée de base était bien de dénoncer le mal que l'homme fait à la nature. Mais dans la fiction, il y a parfois une différence entre l'intention et le résultat. Et ici, comme la mise en scène est honnête, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Le serment que prêtent les animaux du bois de Katsu n'est rien d'autre que le prototype du contrat social qui unit les humains et est à la base de leur civilisation. La nature est cruelle. Elle était sans doute tout autant au bois de Katsu qu'elle l'est au parc du Daim Blanc dans les saisons 2 et 3 et sur le chemin vers celui-ci dans la saison 1. Or, le quartier résidentiel qui s'est construit aux dépens du bois de Katsu et qu'on voit achevé dans la saison 3, on constate que c'est un endroit bien plus sûr que le parc du Daim Blanc où l'on meurt inutilement et à tour de bras. La civilisation humaine est injuste avec les animaux, mais tente d'être juste avec les siens. La nature n'est juste avec personne. Par rapport aux autres antagonistes, l'homme ne se distingue pas par sa cruauté ou sa violence, mais par le fait qu'il est quasiment invincible. Quasiment. Si on le voit peu, car il arrive qu'on voit des humains à peu près distinctement, ce n'est pas pour lui donner l'air terrifiant, c'est pour montrer qu'il vit dans un monde distinct de celui des animaux. Comme les adultes dans les cartoons. Tout comme l'homme ne voit pas distinctement les animaux et leurs souffrances, les animaux ne voient pas distinctement l'homme. Et du coup, le spectateur non plus. Mais ces vertus sont aussi flagrantes que ses vices dans la série. C'est une façon de présenter les choses qui est totalement à contre-courant de tout ce qui se fait en matière de fiction écolo impliquant des animaux qui parlent. Et ça mérite d'être relevé. Mais à part être original, quel est l'intérêt d'avoir fait comme ça? À supposer que ce soit volontaire, ce qui, encore une fois, n'est pas dit, c'est le même que celui de faire mourir n'importe qui, n'importe quand, sans se soucier de l'esthétique. Ça entretient la tension. On voit ces personnages stupides et méchants, obligés de collaborer malgré leur stupidité et leur méchanceté, afin d'atteindre un but. On souhaite qu'ils réussissent non pas parce qu'ils sont sympas, mais parce que personne ne mérite le sort qui les attend s'ils échouent. Même un faisant prétentieux et génial ne mérite pas de finir en rôti. On est de leur côté non pas parce qu'on les admire, mais parce qu'il le faut. Ceci étant posé, peut-être serait-il temps de les présenter, ces animaux qui sont de vrais animaux malgré le fait de parler. Peut-être pas tous, parce qu'ils sont très nombreux. Forcément, vu qu'il faut en faire mourir un tas sur le chemin. Déjà pour commencer, il y a le crapaud. Capturé par un enfant avant le début de notre histoire, il a vécu en captivité un moment avant de réussir à s'échapper et à retrouver le bois de Katsu, sur le point d'être démoli par les bulldozers pour la construction d'un quartier résidentiel. Ayant visité le parc du Daim Blanc durant sa captivité ou sur le chemin du retour, on sait pas trop, il offre aux animaux de son bois de les y guider pour qu'ils y soient en sécurité. Ce crapaud est visiblement assez vieux, mais bon, les crapauds vivent une dizaine d'années. Il appelle les autres petits gars ou moussaillons, et je crois qu'on a essayé de lui donner le vocabulaire d'un vieux loup de mer. Il est jovial et volontaire, mais avec la meilleure volonté du monde, il a beaucoup de mal à trouver le chemin vers le parc du Daim Blanc. Ce n'est pas facile à l'échelle d'un crapaud. Il se retrouve assez fréquemment à faire perdre du temps au groupe en se trompant de direction à cause de son instinct qui le guide impérieusement vers le bois de Katsu, ce qui alimente les tensions et les dissensions au sein de l'expédition. Un autre qui alimente les tensions et les dissensions, c'est la taupe. Comme toutes les taupes, il a une mauvaise vue et il se déplace très lentement à la surface, ce qui impliquerait que le groupe passe son temps à l'attendre si le blaireau, généreusement, n'acceptait pas de le porter sur son dos. Ce qui soulève une question.
dont la réponse est parce que les protagonistes sont des animaux et ne réfléchissent pas à si long terme, qui est pourquoi ne pas généraliser ce modus operandi pour que tous les gros animaux se dévouent pour transporter les petits, au lieu de devoir passer des heures à les attendre parce qu'ils peinent à suivre le rythme. La taupe a beau ne pas avoir l'air de peser très lourd, ça fatigue visiblement le blaireau de le transporter. Et au final, il y a beaucoup moins de gros animaux qu'il n'y en a de petits. Mais évoquons ces gros animaux. Comme on a dit, l'accent est surtout mis sur les prédateurs, qui, étant les plus forts, protègent le reste du groupe, et deviennent par conséquent les personnages principaux. Ils sont 6, le blaireau, le renard, la cresserelle, la chouette, la belette et la vipère. Le blaireau est le plus sympathique. Comme on a dit, il accepte de transporter la taupe sur son dos, pour que celui-ci n'ait pas besoin d'être laissé en arrière. Du coup, il entretient avec lui la principale, pour ne pas dire la seule, vraie relation d'amitié qui unisse deux personnages dans la saison 1. C'est lui qui rassemble les animaux dans son terrier pour tenir conseil au début, c'est lui qui leur fait prêter serment, et c'est lui qui, tout au long du parcours, se souciera de la cohésion et de la survie de l'ensemble du groupe. Cependant, ce n'est pas lui qui prend la tête du groupe. Trop gentil, il ne s'en sent pas l'autorité. Il demande au renard de prendre cette fonction en charge. Le renard est ce qui s'apparente le plus à un héros dans cette série. C'est lui qui incarne toute l'abnégation du prédateur qui renonce à se nourrir et à chasser pendant un moment pour protéger des animaux qui n'ont aucune reconnaissance à son égard, et ce alors qu'il n'y trouve aucun épanouissement personnel. Il est assez sage pour écouter les conseils du blaireau, assez fort pour diriger le groupe d'une patte de maître, assez loyal pour se mettre en danger pour sauver les autres, et assez indulgent pour pardonner aux lapins d'être si cons. Si je n'étais pas revenu aider Lapin, je n'aurais pas connu Renard. L'autre membre du groupe qu'on peut considérer comme héroïque, c'est la cresserelle. Elle n'est que dévouement. Bon, il faut dire qu'elle n'a pour ainsi dire aucun arc personnel dans la série. Elle n'y a donc l'occasion de faire preuve que de dévouement. Elle survole les zones à parcourir pour repérer les éventuels dangers, guette les retardataires, informe le renard de la présence d'humains ou de prédateurs, et à l'occasion encourage les plus lents ou raisonne les dissidents. En un mot, Cresserelle n'agit jamais que dans l'intérêt du groupe, et c'est la raison pour laquelle on ne peut la voir que comme un personnage sympathique. Parlons maintenant des personnages moins sympas. On a déjà évoqué la belette. Comme on a dit, son arc personnel de la saison 2 est intéressant, et celui de la saison 3 insupportable. Mais elle reste le même personnage dans les 3 saisons. Un personnage surexcité et inconséquent, tout le temps en train de ricaner sans raison, et de dire des méchancetés. Une belette, quoi. Son rôle dans l'intrigue est d'être insupportable. Bon, les lapins, les musaraignes et les souris remplissent ce rôle aussi, mais ce sont des proies ayant réellement besoin de protection. La belette est un prédateur, et pourrait se débrouiller toute seule s'il le fallait. C'est donc principalement grâce à elle qu'on peut se rendre compte à quel point le serment de collaboration que les animaux du Watkatsu ont prêté est dur à tenir, parce que cette belette n'aide personne, ne sert à personne, n'apporte par sa présence que nuisance et désespoir, mais qu'il faut la supporter parce que le serment impose qu'on le fasse. Dans un autre registre, il y a la chouette. C'est aussi un personnage antipathique, principalement parce qu'elle est extrêmement condescendante, étant persuadée d'être plus intelligente que les autres animaux. On a l'occasion, à plusieurs reprises, de constater que quand on lui laisse le temps de réfléchir à un problème, elle trouve la solution. Vous vous attaquez au mauvais côté de ce problème. Mais en général, c'est surtout parce qu'elle n'a autorisé personne à la trouver avant elle. Cependant, contrairement à la belette, elle est loin d'être une nuisance dans le groupe. Et à part des remarques entre ses dents qu'elle a pas sur le fait qu'elle serait un bien meilleur chef de groupe que le renard, elle ne fait jamais rien de dommageable. Et pourtant, il s'était amorcé une histoire de complot avec la vipère pour détrôner le renard et devenir calife à la place du calife. Mais ce joyeux projet ne dépasse jamais le stade du brouillon. Pourquoi ? Déjà parce qu'on comprend vite que la vipère, qui est en réalité plus intelligente que la chouette, ne fait que caresser celle-ci dans le sens des plumes parce que c'est le meilleur parti à prendre. Et ensuite parce que... c'est pas très explicite, mais au vu de ce qui se passe dans les saisons suivantes, je crois qu'on est censé comprendre que c'est là le premier symptôme du conditionnement subi par les animaux du Watkatsu après qu'ils ont prêté serment. Ce serment qui leur vaut d'être devenus des légendes dans toute la région, leur a aussi fait perdre toute autonomie. La chouette n'arrivera jamais à trahir le renard, même en ayant l'intention. Elle n'arrive pas plus à trahir sa parole que la belette n'arrivera à trahir la sienne dans la saison 2. Et enfin, il y a la vipère. Ce personnage-là est le plus ambivalent. Elle tient beaucoup à ce qu'on comprenne qu'elle n'a prêté serment que par nécessité et qu'elle compte bien redevenir une tueuse une fois arrivée au parc du Daim Blanc. À l'instar de la belette qui n'arrête pas de dire des méchancetés aux animaux qui voyagent avec elle, elle n'arrête pas d'insister sur le plaisir qu'elle aura à dévorer ses compagnons de voyage une fois la trêve achevée. Et évidemment, elle insiste tellement qu'on commence à se demander à quel point elle est sincère. Jusqu'au moment de la saison où, de manière totalement inattendue et sans qu'il y ait rien eu pour nous y préparer, elle sauve de la mort une renarde qui venait de se joindre au groupe et qu'elle connaît à peine. Remerciée, elle essaye désespérément de prétendre que c'était juste pour se protéger elle-même, qu'il n'y avait rien d'altruiste dans son geste, mais personne n'y croit, surtout pas le spectateur. Comme parallèlement à ça, ces menaces constantes vis-à-vis des autres animaux sont quand même utiles au groupe puisque ça les motive pour avancer plus vite, cette vipère, tout en ne faisant pas grand-chose de plus que la belette et la chouette, est plus sympathique que les deux autres. Arrêtez-moi ces lapins, vite!
toujours aussi efficace. Je sais, j'adore me rendre utile. D'autant plus qu'elle peut se téléporter. De quoi? Bah oui, regarde, là elle est dehors avec les autres animaux, alors que là, 10 secondes plus tard, elle est dans le domaine du fermier. Je suis aussi bien ici qu'ailleurs. Ah, très drôle. Bon, incohérence graphique mise à part, tu n'as pas tort. La vipère est puissante. Sa morsure est mortelle même pour les animaux beaucoup plus gros qu'elle. Elle peut hypnotiser les autres animaux. Bref, elle n'a pas vraiment de raison de craindre les prédateurs. Elle n'est pas invincible, et certaines choses l'effraient, mais grâce à ça, on sait quand même tout au long de la série que quelles que soient ses motivations pour ses actes, la lâcheté n'en fait pas partie. Ça contribue à la rendre sympathique. On ne va pas pouvoir s'attarder sur le reste de la bande. Qu'on se contente de dire que les proies ne sont pas plus sympathiques que les prédateurs. À part la taupe, ce sont tous de fiefés ingrats qui n'arrêtent pas de se plaindre du fait que le renard ne se soucie pas assez d'eux. Évoquons brièvement le fait que les lapins paniquent tout le temps, comme le font des lapins, et sont source de pas mal de péripéties. Ils ne sont pas juste ingrats, ils sont primaires, centrés sur eux-mêmes, ne connaissent l'empathie qu'au sens de loyauté. Bref, on ne le répétera jamais assez. Ce sont des animaux, de vrais animaux, même s'ils parlent. C'est vraiment flagrant grâce au faisan. Le faisan emmerde tout le monde depuis le début du voyage parce qu'il a peur des fusils, donc personne ne l'aime. Mais comme il se trouve que les fusils, ça existe bel et bien, le jour où sa femme se dévoue pour aller monter la garde à sa place parce qu'il ne veut pas le faire, elle est tuée. Tout antipathique qu'il soit, le faisan aimait réellement sa femme et il est désespéré par sa mort, au point que pour la première fois depuis le début du voyage, il accepte de faire quelque chose de dangereux pour aider le groupe, vu que de toute façon sa propre sécurité ne l'intéresse plus maintenant que sa femme est morte. Un groupe d'humains serait touché par ce brusque changement d'attitude. Les animaux, eux, même ceux qui comprennent que le faisan est triste et admettent que son acte est courageux, sont odieux avec lui parce qu'il en fait des caisses, se moquent de lui et continuent à manifester la même hostilité qu'ils lui ont manifestée jusqu'alors. J'avais oublié que les faisans ne volaient pas d'une façon remarquable. Et c'est normal, ce sont des animaux. Quelque part, la tragédie qui touche le couple de faisans est d'autant plus renforcée que ces faisans n'ont pas d'amis pour les soutenir. En dépit de la relation qui se développe entre la taupe et le blaireau, l'amitié c'est plutôt un truc d'humain. Il est normal que ça n'existe pas ou peu entre ces animaux. Faut pas croire, leur animalité n'est pas montrée qu'au travers de leur antipathie. Il y a aussi leur gestuelle, leur diction et leur mode de fonctionnement. Par exemple, dans la saison 1, ils mesurent le temps en nombre de battements de cœur. On va leur accorder, tiens, disons 200 battements de cœur. Tous les animaux se parlent entre eux et se comprennent, à l'exception des poules. Les poules sont les seuls animaux de cette série à ne jamais parler. Mais jamais, jamais, jamais. Difficile de savoir pourquoi. Peut-être qu'il fallait quand même laisser un animal être la nourriture des autres? Je sais pas. La plupart du temps, quand on voit les carnivores se nourrir dans le cadre, c'est presque toujours des animaux dont on sait qu'il s'agit d'une espèce qui parle. Des souris, des lapins. Et tant mieux, ça rappelle la difficulté et la noblesse du serment. Encore une fois, c'est comme ça que la saison 1 marche. En n'atténuant vraiment rien de ce qui fait la condition des animaux. La forme convient parfaitement au fond. Même si l'animation est loin d'être parfaite, même si les rapports de taille entre animaux ne sont pas toujours conformes à la réalité, et même si les bébés souris sont dessinés avec de la fourrure dès la naissance, les décors sont jolis et les animaux sont dessinés de manière plutôt réaliste. Mis à part au niveau des yeux et des sourcils, ils ont été le moins anthropomorphisés possible, que ce soit du point de vue de leur chara-design ou encore une fois de celui de leur façon de bouger. L'ambiance musicale par contre peut paraître un peu en décalage avec le style de la série. Le générique et les thèmes principaux sont tout mignons alors que la série contient plus que son lot de tragédies. Qu'importe, on s'y fait très rapidement, d'autant que cette ambiance mignonne convient au rythme lent de la série. Au sujet de la musique, j'aimerais quand même mentionner un détail complètement anecdotique mais récurrent tout au long de la série. Tardivement dans la saison 1, les héros rencontrent un héron qui a un trou de balle, qui s'est fait tirer dessus par un chasseur et qui a un trou dans l'aile. Son vol est bruyant car l'air circule dans le trou de balle et ça siffle. Ça, c'est commenté dans les dialogues. En revanche, par ça siffle, ils veulent dire ça joue la musique de la série. Regardez, voilà Héron et Cresserelle. Et chouette, là-bas. Bon, c'est clairement une convention sonore et ça n'arrive pas réellement dans l'histoire, mais quand même. Une chose que la série fait plutôt mieux que les autres en revanche, ce sont les résumés de début d'épisode. On le sait bien, les résumés de début d'épisode de série à suivre, c'est souvent très lacunaire et ambigu. Ida, Sissi et Tommy parviennent à s'échapper et sauvent Karl et Franz. Sotornik apprend la triste nouvelle à l'impératrice. Vous voulez dire que... Hélas, oui. Ceux des animaux du bois de Katsu sont très clairs, mais ils parviennent à ce résultat par un procédé plutôt malhonnête. Déjà, ils apportent des informations qui sont absentes ou ambiguës dans les épisodes eux-mêmes. Ensuite, dans les résumés, les répliques sont redoublées pour faire dire aux personnages des choses très différentes de ce qu'ils ont réellement dit dans les scènes en question, afin que ce qui soit dit contienne toute l'information de manière sortable du contexte. Ce n'est pas rare que des répliques soient redoublées dans les résumés, mais en revanche, c'est rare qu'on fasse dire aux personnages des choses totalement différentes. Peut-être que c'est une spécificité de la VF. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur le passage le plus célèbre de la série.
C'est nécessaire, ça se produit vers la fin de la saison 1 et comme tu as dit, c'est le passage le plus connu, tout le monde s'en souvient. Certes, mais les spectateurs enfants que nous avons été ont sans doute été trop choqués par cette scène pour réaliser à quel point la mort de ces hérissons est un petit chef-d'œuvre de mise en scène, même à l'échelle de cette saison 1 où tout tient à la mise en scène. Pourtant, c'est, à l'image de tout le reste de la saison, une présentation simplissime de l'événement. Pendant tout le parcours qui précède la traversée de la route, on a insisté sur combien la femelle est terrorisée et à quel point ça l'empêche d'avancer. Et surtout, comment son mari essaye de lui redonner courage. Mais sur la route, c'est lui qui est paralysé par la peur. La femelle n'arrive pas à le décider à bouger. Alors, elle revient sur ses pas et meurt avec lui. Malgré toute la peur qu'elle a pu éprouver avant à l'idée de mourir. Dommage, ces hérissons ont eu très peu de répliques avant leur mort. Comme on a dit, il n'y a pas de règle esthétique comme quoi le personnage qui meurt aura été mis en avant un peu avant de mourir. Ceux-là s'en sortent mieux que la plupart des victimes de cette série. Ils ont quand même un dialogue sur leur espoir d'atteindre le parc avant leur scène de mort. Peu importe, cette mort n'est pas la seule mort de la saison, et ce n'est pas la plus choquante, mais c'est certainement la mieux mise en scène. C'est sans doute pour ça qu'elle a autant marqué. Bref, Les Animaux du Bois de Ketsu, la saison 1, c'est une série avec un parti pris original qui peut déplaire, mais qu'elle a assumé jusqu'au bout et qui lui a permis d'être une série totalement atypique, trouvant le moyen de rester passionnante malgré sa lenteur et de rendre ses personnages fascinants malgré leur caractère antipathique. Nous ne dirons pas que c'est la meilleure série que nous ayons traitée pour cette émission, mais c'est une série qu'il est préférable d'avoir vue plutôt que de ne pas avoir vue, car elle aborde des situations classiques sous des angles totalement inattendus qui méritaient d'être choisis. Malgré les 2 saisons suivantes qui montrent les limites de sa méthodologie, pour ce parti pris inhabituel et la manière dont elle l'a exploité, Les Animaux du Bois de Ketsu méritent qu'on s'en souvienne. Il est bien évident que persuader notre population très disparate de se réunir en assemblée extraordinaire ne se fera pas sans quelques difficultés, disons, diplomatiques. Cependant, je suis sûr que tu trouveras une solution, Blaireau. Oh, mais ça n'a pas l'air très efficace, ça. Attends. Oh, j'ai une idée géniale. Regardez autour de vous. Tout le monde est libre ici. Si mes recherches sont exactes, ce mélange ne devrait pas être détonnant. Pas de chance pour les canards. Ah! Mais pour nous, c'est pas grave, il nous reste toujours la sauce. Regarde, Samy, tu vois bien que le gorille est empaillé. On peut faire appel à l'ancien serment forestier, celui qui avait cours autrefois. Peuple de la Terre, je suis Darkseid, seigneur d'Apocalypse. Ouvrez cette cage, je vous montrerai ce que c'est faire un pauvre vieillard inutile. Parfait, nous avons pris des photos du combat entre Goldorak et Golgoth. Nous allons rentrer pour les examiner. On était tous convaincus que tu avais été enseveli. Ah, vous verrez que quand elles auront 10 ans, elles joueront encore. Abandonner les mathématiques Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'exposition de fin d'année? Si avec ça je ne décroche pas le prix Nobel! Moi, je connais un endroit qui pourrait nous accueillir. Ah oui, un aventurier. Attends, un aventurier? C'est la pauvre petite mare qui devrait peut-être commencer par explorer les jardins. Nous sommes des gibiers appréciés. Avec mon épouse, on évite de trop s'aventurer hors du bois. Tu veux dire que nous, les végétariens, nous allons marcher à côté de nos ennemis naturels, les carnivores? Quand le tonnerre gronde, le lion rugit dans la brousse.